Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Instauration d'un revenu minimum, impôt sur la fortune. Les deux projets de loi ont été adoptés ce matin au Conseil des ministres. Avant même le débat à l'Assemblée nationale, à la rentrée, la classe politique s'interroge. Vous l'entendrez, il faut dire que ces deux projets constituent sans doute les dossiers clés de l'ouverture. Chiffres et analyses dans quelques instants, juste après les autres grands titres du journal de 20h. En Grèce, au lendemain de l'attentat, 3 hommes et une femme porteurs de passeports de pays arabes recherchés par la police. La jeune Française, dont la photo a été diffusée hier, vient d'être mise hors de cause. 14 juillet 88, synonyme de tradition et de technologie, le Mirage 2000 nucléaire sera l'une des attractions du défilé demain matin au-dessus des Champs-Élysées. Le Distriben, 20 ans après, cette hormone conseillée aux femmes pour éviter les fausses couches est à l'origine de certaines malformations. 200 000 familles sont concernées en France. Les jackpots envahissent les casinos français. Satisfaction des clients et sourire des patrons de casinos, car les machines à sous renflouent véritablement les trésoreries. 48 heures seulement après l'attentat commis à bord d'un bateau de croisière grec en mer Égée, l'enquête progresse difficilement, mais elle semble s'orienter vers une piste palestinienne. Ce matin, un membre du gouvernement grec a indiqué que la police examinait toutes les hypothèses. Il pourrait y avoir des liens avec l'affaire de l'Airbus iranien, nous vous le disions dès hier soir, ou avec le procès d'un Palestinien qui devait s'ouvrir aujourd'hui à Athènes. Ce Palestinien arrêté le 1er juin dernier en Grèce est soupçonné d'avoir participé à un attentat contre un avion de la Paname, un avion américain. Le point avec notre envoyé spécial, Bernard Benyamin. La morgue du Pirée. C'est ici qu'ont été transportées les victimes du City of Poros. C'est ici que l'on tente depuis hier d'identifier les corps. Une tâche extrêmement difficile, parfois impossible, dans laquelle le moindre détail peut être déterminant. Vous êtes donc la belle-sœur? La belle-sœur du commandant Anthony Remesi. Le commandant second? Oui, le second. Comment s'est passée l'identification? On a trouvé seulement sa main droite avec la bague. Et c'est grâce donc à cette bague qu'on a pu comprendre que c'était lui. À travers ce témoignage, vous aurez compris pourquoi l'identification est tellement complexe, pourquoi en particulier on ne sait pas avec certitude si oui ou non il y a des Français parmi les victimes du bateau. En tout cas, la sécurité a été très sérieusement renforcée dans tous les aéroports du pays, tandis que les enquêteurs n'écartent aucune piste a priori. Ainsi, la revendication cet après-midi d'un groupe palestinien lié, semble-t-il, à Abou Nidal est étudiée sérieusement, mais pour le moment, on refuse à Athènes de se prononcer sur cette hypothèse. La police grecque, qui est aidée dans cette affaire par les services secrets américains, recherche toujours 2 hommes, tous deux en possession d'un passeport libanais. Le premier aurait participé à l'attaque du City of Poros, le second serait le propriétaire de la voiture qui a explosé au Pirée quelques heures avant l'attaque du bateau. Hier soir, dans le journal de 20h d'Antenne 2, nous vous avons montré les photos de 2 personnes présentées par la police grecque comme étant susceptibles d'avoir participé à l'attentat. Ces photos prises sur le bateau juste avant la catastrophe avaient été distribuées dans les ports, dans les aéroports et dans les postes frontières grecs. Sur l'une de ces photos, on voyait notamment une jeune fille de 21 ans, Isabelle Bismuth. Ses parents, qui habitent dans la région parisienne, ont confirmé sa présence en Grèce, mais ils sont catégoriques. Elle n'a rien à voir avec l'affaire des terroristes. Affirmation confirmée ce soir par la sûreté grecque et par un autre témoignage capital que nous venons d'enregistrer au téléphone. Enquête de Bruno Gex. Un simple cliché, ce qui aurait pu ne rester qu'un souvenir de vacances, a métamorphosé pendant quelques heures Isabelle Bismuth en terroriste internationale. Ce soir, les autorités grecques démentent. Elle n'est pas impliquée dans l'attentat, affirment les policiers. C'est donc dans la précipitation, dans la confusion la plus totale, que ces derniers ont fait diffuser le portrait d'Isabelle dans le monde entier. Elle était devenue l'un des principaux suspects dans la tuerie du City of Poros. Tout cela sur la foi de quelques passagers qui ont affirmé l'avoir reconnue. Porteuse d'un passeport marocain selon les autorités grecques et déjà répertoriée comme individu dangereux, toujours selon ces mêmes autorités. Incroyable.
Nous sommes tous restés devant la télévision en train de regarder et à crier en voyant notre fille. Surtout quand celle-ci nous disait que notre fille était marocaine et qui était terroriste. Incroyable. Isabelle a peut-être ici même fait une rencontre fortuite. Une chose est sûre, elle était accompagnée d'une amie, Rosanna Torterelli. Cette dernière a été interrogée par l'ambassade de France à Athènes. Elle vient de donner de ses nouvelles. Elle parle notamment de la rencontre d'Isabelle Bismuth avec les terroristes sur le bateau. Moi j'étais en bas, je me suis absentée 2 minutes. Vous étiez avec Isabelle Bismuth? Oui, j'étais avec elle. On était l'une à côté de l'autre et le terroriste était derrière nous parce que nous l'avions parlé, donc on est resté avec lui toute la matinée. Bien sûr, moi je ne me doutais pas que c'était un terroriste. Je l'ai vu et oui, je sais qu'il était assis à côté de nous, en haut, où l'explosion a eu lieu. Et moi, donc lui a disparu pendant au moins un quart d'heure. Il est revenu avec son sac à dos et je l'ai vu qu'il était en train de vider quelque chose de son sac. Mais j'ai pas fait attention parce que je me sentais pas bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, je me suis absentée 2 minutes et au moment de ces 2 minutes, c'est là que ça a sauté. Il avait l'air vraiment très gentil, sympathique, inoffensif. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je vous dis, on a discuté longtemps ensemble. Moi, je ne sais pas du tout parler français. C'est plutôt anglais. C'est Isabelle qui parlait un petit peu avec lui. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Isabelle? Mais non, on n'a pas de nouvelles. Oui, j'ajoute que pour l'instant, la précision est importante. Isabelle ne fait partie d'aucune liste. Elle n'est pas sur la liste des décédés, elle n'est pas sur la liste des disparus. Le consulat de France à Athènes est évidemment à sa recherche. Voilà, je vous rappelle le dernier bilan de la catastrophe. 9 morts, 80 blessés, parmi eux plusieurs dizaines de Français. Certains ont déjà regagné l'Hexagone à bord d'avions spéciaux, d'autres sont attendus dans les minutes qui viennent, notamment à Roissy-Charles de Gaulle. À la suite des événements survenus en Grèce, le ministère de l'économie et des finances rappelle à toutes les personnes victimes d'actes de terrorisme à l'étranger qu'elles peuvent bénéficier d'une indemnisation. Pour de plus amples renseignements, il faut téléphoner au 43 74 11 90. Je vous rappelle ce numéro de téléphone, le 43 74 11 90. Politique. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, au Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les 2 projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques. Cet homme possède un patrimoine de plus de 4 millions de francs. Il devra acquitter le nouvel impôt sur la fortune. L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. Comme en 1982, ne seront taxées ni les œuvres d'art, ni les forêts. L'outil de travail reste lui aussi exonéré dès lors que le chef d'entreprise possède plus de 25% de sa société. Les taux sont plus faibles qu'en 82. Ils s'échelonneront progressivement de 0,5% à 0,9%. Un exemple, le propriétaire d'un château de 4 millions de francs devra payer 20 000 francs par an au fisc. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État. Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion. Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres. Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge. Le gouvernement a donc abattu ses cartes aujourd'hui, mais la véritable bataille ne se déroulera qu'à l'automne, devant le Parlement. Quelle sera l'attitude des baristes? Le Premier ministre ne risque-t-il pas d'être pris en tenaille entre les exigences des députés communistes, par exemple, et la main tendue par certains centristes? Difficile à dire. Seul élément de réflexion, les premières réactions que nous avons enregistrées aujourd'hui. Les voici. L'impôt sur les grandes fortunes, ou l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque c'est pratiquement le même impôt, c'est un mauvais impôt. On en a vu les effets néfastes à partir de 1982 jusqu'en 1986, sur l'immobilier en particulier et sur l'emploi en général. C'est un impôt qui alourdit la fiscalité du capital en France, qui est déjà très lourde. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe va se battre pendant la discussion de ce texte pour essayer d'en obtenir un allègement. Le mieux serait de ne pas créer un impôt de plus. Si le gouvernement, pour des raisons idéologiques, s'acharne, notre démarche sera la suivante. Vous créez un impôt de plus, il faut en baisser un qui existe déjà. Et je prends un seul exemple, les droits de succession. Ce sont des impôts qui se sont beaucoup alourdis, il faut en profiter pour les remettre à plat et les baisser, en particulier sur les petites et moyennes successions. Compte tenu du triplement des fortunes depuis 1982, il faut un rendement beaucoup plus important, de l'ordre de 20 milliards, pour pouvoir financer les mesures contre la pauvreté. D'autre part, nous considérons qu'on peut moduler l'impôt
dans un sens de réduction du taux lorsqu'il s'agit d'investissements qui créent des emplois et des capacités productives, mais par contre, il faut un taux nettement plus élevé pour des fortunes qui sont placées dans la spéculation et dans les placements financiers en tout genre. Moi, je dirais que la présentation du texte telle qu'elle est me paraît un minimum. Ça me paraît être le plancher, oui. Je pense que si discussion a lieu, elle pourra avoir lieu éventuellement sur un rendement supérieur. Voilà, je vous rappelle que la promesse de créer un revenu minimum d'insertion financé par un impôt frappant le capital avait été faite par François Mitterrand lui-même pendant la campagne présidentielle. Alors question Philippe Sassy, on a l'impression ce soir que tout le monde est mécontent, hein, entre guillemets. À droite on dit que le gouvernement va trop loin, à gauche on pense que le gouvernement est parfois trop timide, bref l'épreuve du Parlement risque d'être difficile hein, dans les mois qui viennent. Oui, en tout cas, c'est ce que disent certains experts qui appartiennent à des cabinets ministériels de l'actuel gouvernement et qui affirment qu'il est difficile de transformer un cactus en bouquet de fleurs et nombreux, en effet, sont ceux qui comptent les épines, soit parce qu'ils les trouvent trop aigus, soit trop émoussés. Les premiers rappellent que le capital en France supporte déjà l'impôt foncier, les droits de mutation, les taxes sur les plus-values, les droits de transmission. Et avec ce nouvel impôt, la France, disent-ils, suit le chemin inverse de celui de ses partenaires qui veulent abaisser leur pression fiscale. À l'inverse, les seconds affirment que les taux proposés sont bien trop timides et que l'exclusion de l'outil de travail et des œuvres d'art du projet lui ôte beaucoup de son caractère de justice sociale. Pour le gouvernement, eh bien, la tâche est rude. Il s'agit de faire cohabiter une décision fiscale tricolore avec la décision européenne de libre circulation des capitaux, c'est-à-dire dans 2 ans de choisir librement où placer ses économies dans la communauté. On s'attend donc à la rentrée à de rudes discussions et une pluie d'amendements à l'Assemblée et le gouvernement devra probablement choisir entre ceux des centristes et ceux des communistes. Merci Philippe. La hausse des prix au mois de juin, plus 0,3%, un chiffre moyen, sans plus, qui sera officialisé dans les jours qui viennent par les services de l'INSEE. Pour les 12 derniers mois, la hausse des prix, vous le voyez, atteint 2,6%. Nos voisins allemands en sont pour l'instant à 1,1%. À la hausse, bien sûr. Nouvelle question, Philippe Sassy, est-ce que Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie et des finances, va pouvoir tenir son pari? De 2,5%, qui était également le pari fait par M. Balladur. Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que certains instituts de conjoncture estiment que ce sera difficile de ne pas dépasser 2,5%. L'INSEE estime à 3,1% la hausse. Maintenant, Pierre Bérégovoy a dit que s'il n'y avait pas de dérapage du dollar et du prix du pétrole, il pourrait tenir cet engagement qui est celui également de son prédécesseur. Et par ailleurs, il n'a pas caché dans une interview publiée par le Figaro hier, qu'il était très attentif à certains dérapages des prix et que le cas échéant, comme les textes de 1986 lui donnent la possibilité, il pourrait revenir sur certaines libertés de prix qui ont été données à certains services. Merci Philippe. Attendons, tout au moins pour le moment. François Mitterrand rend hommage à Pierre Bourdan, l'un des maîtres à penser, a-t-il dit, de la libération et de l'après-guerre en France. C'était cet après-midi à Paris. Le chef de l'État a rappelé que Pierre Bourdan, disparu accidentellement il y a 40 ans, était avec lui l'un des plus jeunes ministres du premier gouvernement de la 4e République. Hommage rendu au ministère des Dom-Tom. Au micro d'Olivier Lerner, le président de la République a évoqué l'accord RPCR-FLNKS au sujet de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez-le. Est-ce que c'est aujourd'hui votre façon à vous de célébrer finalement ces retrouvailles entre le RPCR, le FLNKS? Non. Que c'est très important, peut-être même déterminant. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt une évolution heureuse de cette situation. C'est dramatique. Dans le sens même que j'avais moi-même fixé en souhaitant le retour au dialogue. Mais c'est un problème important parmi d'autres. À la veille du 14 juillet, François Mitterrand vient d'adresser un traditionnel message aux armées. Le chef de l'État exprime sa confiance aux militaires, dont il salue, je cite, le sens du service de l'État et l'amour de la patrie. 14 juillet en fanfare, demain sur notre chaîne, sur Antenne 2, à partir de 9h50 exactement. Vous pourrez suivre le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Les 2 réalisateurs, Jean-Luc Léridon et Alexandre Tarta, disposeront, tenez-vous bien, de 13 caméras pour vous permettre de suivre l'événement en direct. Le commentaire sera assuré par Patrick Lecoq. Mobilisation exceptionnelle pour un défilé placé sous le double signe de la technologie et de la tradition. Éric Meunier. En plein défilé, la panne moteur. À l'entraînement, même l'imprévu est envisagé. Le char est contourné par les autres blindés durant toute l'opération, une seule idée fixe, rendre l'incident le moins visible possible. C'est sur une piste désaffectée de la base aérienne de Villacoublay que s'effectuent les répétitions de toute la partie motorisée du défilé. Là, on soigne les détails, on peaufine. Pour l'état-major, c'est une question d'honneur. Toutes ces manœuvres sont envisagées comme une véritable opération militaire.
Notez, mon général. Sierra 6 de Victor, contrôle radio. En 4 jours, l'exercice en grandeur réelle sera répété une dizaine de fois, le temps pour les pilotes de prendre la cadence des 15 km/h du défilé. Quant à la machine, elle est confiée aux hommes de l'ombre, le détachement des mécaniciens, une centaine d'hommes capables d'intervenir sur tous les types d'engins. Et si la panne est trop grave, chaque type de véhicule a son double qui peut le remplacer à tout moment. Rester sur le côté, alors c'est pas du tout gênant, pas du tout frustrant. Non, bah disons c'est dommage, mais bon, on voit ça avec du recul et c'est intéressant. Non, c'est pas grave, non, mais autrement on est content d'être ici. 500 chars et plus de 3000 hommes seront demain sur les Champs-Élysées. Tout est prêt et il ne reste plus au régiment du 1er corps d'armée qui défileront demain qu'à déployer leurs étendards devant le président de la République. Oui, autre précision importante pour Antenne 2 et pour tous les téléspectateurs de Télématin. Télématin sera présenté à bord d'un Alpha Jet demain de la Patrouille des France. Et dedans, il y aura qui, bien sûr? Eh bien, Roger Zabel, bien sûr. Dans Ciel de Paris, demain, vous découvrirez le Mirage 2000N, un Mirage porteur du nouveau missile stratégique français. En revanche, vous ne verrez pas le prototype du Rafale, qui est le futur avion de combat de l'armée de l'air. Le Rafale effectue depuis quelques jours des essais de présentation d'appontage sur le porte-avions Foch. Reportage François Cornet et Jean-Marie Lequertier. Porte-avions Foch en Méditerranée. En présentation d'appontage, le Rafale, avion de combat futur. Il ne touche pas encore les roues sur le pont du porte-avions, mais ce qui n'était hier encore qu'un projet est devenu aujourd'hui presque une réalité. Prévu pour remplacer les vieux Crusader de l'aéronavale française en service depuis plus de 20 ans, le Rafale, aux côtés du super-étendard, sera vraisemblablement demain le fer de lance de la flotte embarquée. Pour l'instant, la version prévue pour l'aéronautique navale, l'ACM, n'est pas encore munie de sa crosse d'appontage et n'en est qu'au stade des essais de présentation en finale. Ce n'est qu'aux alentours de 1992 qu'un Rafale, si cet avion de chez Marcel Dassault est définitivement choisi par la marine, appontera réellement sur un porte-avions français. Ces essais ont lieu alors que l'aéronavale exprime un besoin urgent pour conserver sa capacité opérationnelle, notamment sur des théâtres d'opérations éloignés de ses bases, comme l'océan Indien par exemple. Mais le Rafale ne pourra être embarqué qu'en 1996 et certains disent qu'il risque d'arriver trop tard. Chacun sait que beaucoup de pilotes rêvent eux du F-18 américain qui, lui, est prêt. L'affaire d'Istriben rebondit. Dans les années 60-70, plusieurs millions de femmes dans le monde et environ 200 000 en France ont reçu durant leur grossesse du Distriben, qui est une hormone de synthèse destinée à éviter les fausses couches. Seulement voilà, il apparaît aujourd'hui que ce médicament était dangereux pour les enfants directement exposés dans le ventre de leur mère. Aujourd'hui, le médicament, fort heureusement, n'est plus utilisé, mais les effets retards, comme on les appelle, commencent à apparaître pour toute une génération. On note par exemple des problèmes de malformation. Enquête d'Alain Labouze et Daniel Lévy. Astrid a 20 ans, Béatrice, 15 ans, et leur frère Yves, 17 ans. 3 témoins parmi d'autres des dégâts causés par le Distilben. Tous 3 sont atteints de malformations des organes génitaux. Leur mère, Dan, avait reçu durant ses grossesses cette hormone soi-disant contre les fausses couches. Aujourd'hui, Dan entend regrouper les 200 000 femmes qui ont pris du Distilben. Après des années de culpabilité, Dan a décidé de faire tomber le tabou. Les mamans n'osent pas dire à leurs enfants. J'ai des mamans qui se manifestent et qui me disent comment je dois faire. Est-ce que je dois le dire à mes enfants ou est-ce que je ne dois pas le dire? Elles se culpabilisent toujours. Et ça, il faut faire tomber ça. Il faut plus culpabiliser. C'est pas de notre faute. On a été des victimes. On savait pas ce qu'on prenait. On a fait confiance. Déjà 1000 femmes au sein de l'association des victimes du Distilben. Elles ne comprennent pas pourquoi ce médicament n'a été retiré du marché qu'en 77, 6 ans après les États-Unis. Aujourd'hui, outre le risque de malformation génitale, une femme exposée sur 4 ne parvient pas à mettre au monde d'enfants vivants. Les gynécologues prennent enfin ce problème au sérieux. Le collège des gynéco-obstétriciens a fait une enquête montrant bien que les conséquences en France sont les mêmes qu'aux États-Unis. Il faut donc prendre des précautions. Et il y a maintenant une liste que nous avons élaborée de médecins qui sont prêts à prendre en charge tout spécialement ces patientes. Brochure pour les médecins, projet de résolution au Parlement européen, les choses sont en train de bouger, même si pour Yves... Pour toi, le Distilben, ça a signifié 7 opérations.
cette opération, et puis je ne sais pas encore combien. Les télégrammes d'actualité, comme chaque soir, ils sont commentés par Serge Misseret. Ensuite, direction Deauville, sur la côte normande, à la découverte des machines à sous. Attentat à la bombe cette nuit à Duisbourg, en Allemagne fédérale, contre une caserne de l'armée britannique. 9 soldats ont été blessés par des éclats de verre et un mur en partie détruit. Cet attentat a été revendiqué dès ce matin par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Fausse joie pour les policiers, des presses hors d'usage dans la cage découverte ce matin chez un entrepreneur de maçonnerie à Saint-Pé-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. Un matériel peut-être utilisé il y a longtemps par l'ETA, une cache morte, disent les policiers. Troisième journée de la visite officielle de Mikhaïl Gorbatchev en Pologne. Pendant son séjour, le numéro 1 soviétique n'a pas ménagé son appui au chef de l'État polonais, le général Jaruzelski. Les responsables de Solidarność sont déçus. Commentaire d'un proche de Lech Walesa. Décidément, ce n'est pas encore la perestroïka en Pologne. Nicaragua, après l'expulsion de leur ambassadeur à Managua, les États-Unis ripostent. L'ambassadeur du Nicaragua à Washington est renvoyé avec 7 diplomates. Décision annoncée par Ronald Reagan en ces termes. C'est la réponse du berger à la bergère. Dans les casinos et plus particulièrement sur la côte normande, les machines à sous ont pris un départ foudroyant, vous allez le voir. Côté client, c'est loin d'être le jackpot à tous les coups, mais tout le monde se dit très satisfait. Restent les patrons de casinos, on les entend moins, mais pour eux, les machines à sous sont synonymes de petits pactoles. Enquête de Rémi Roche et Jean-François Bernigaud. La mise à 1 franc, 10 francs, 100 francs ou même beaucoup plus. En échange, une part de rêve scintillant, l'espoir de décrocher le jackpot et pourquoi pas celui fabuleux de 1 million de francs. Bataille sans merci contre la machine, les yeux dans les yeux. Clientèle plutôt féminine, souvent au-dessus de 40 ans. Moquette épaisse, décor chic, accompagnement du client par des hôtesses. Standing oblige ici, au casino de Deauville, pas question de laisser entrer la mauvaise réputation des machines à sous. Car leur arrivée est saluée comme la belle aubaine, au moment où les jeux classiques, roulettes et autres blackjack s'essoufflaient. Nous devons être concurrentiels, nous devons refaire de la trésorerie, jouer notre rôle d'animateur dans les stations. Et je suis persuadé que si nous ne les avions pas, nous ne les avions pas eus, et si on ne les développe pas à l'ensemble des établissements, beaucoup d'entre eux, beaucoup parmi eux, seraient vraisemblablement dans l'obligation de déposer leur bilan sous 2-3 ans. Machine à sous côté coulisses, des pièces et des pièces par dizaines de milliers, pesées, comptées, triées, mises en rouleau. Il en aura fallu presque 5 tonnes pour mettre en service les 220 machines du casino. À côté, l'ordinateur, car si la générosité des machines est laissée à l'appréciation du hasard, leur gestion, elle, n'a rien de hasardeux. Marketing très poussé, exemple, l'analyse du bruit des pièces qui tombent depuis chaque machine. Entendre le client. Donc je vais essayer de voir ce que va entendre le client quand il va rentrer par cette porte-là. Il entendra donc au fond cette machine qui fait énormément de bruit. Et en tout premier lieu, il entendra cette machine devant lui qui fait tout autant de bruit que la dernière. Donc la solution, la chose que je devrais analyser, c'est de savoir si cette machine l'attire ou lui plaît ou si cette machine l'agresse. Confort optimal, car finalement l'important, ça n'est pas tant de gagner que d'avoir passé un bon moment. On y laisse toujours sa chemise. Surprise sur la route du Tour de France. On attendait Lucho Herrera. C'est un autre Colombien, Fabio Parra, qui a fait la différence aujourd'hui au terme de la grande étape, la première étape de montagne dans le Tour de France. Parra est arrivé seul à Morzine. Derrière, tous les favoris limitent les dégâts, sauf Jean-François Bernard, Sean Kelly et Laurent Fignon, visiblement dans un très mauvais jour. Le résumé de l'étape, Anne Mourgue. 11e étape, la plus longue, la première en montagne. Dur, très dur. Laurent Fignon peut en témoigner, Jean-François Bernard aussi. Aujourd'hui la grimpe, c'était pas leur truc. C'était plus celui de Ludo Peters. Le Belge mène la course pendant 200 km. Sous quelles conditions? Une chaleur torride, le goudron de la route fond par endroits. Mais la montagne, c'est l'affaire des Colombiens. On attendait Herrera, c'est Parra qui est apparu. À 38 km de l'arrivée, l'homme en vert s'en va tranquillement, tout seul, direction la ligne d'arrivée. Il compte jusqu'à 1 minute d'avance sur le peloton. Un peloton où l'on trouve presque tous les leaders, Motet, Herrera, Delgado, Bauer. Peine perdue, pas un ne rattrape Parra, parti tout seul devant.
À 4 km de l'arrivée, le Hollandais Temis lance bien un sprint. Trop tard. Para se plaît dans son rôle de coureur solitaire. Il termine l'étape avec 20 secondes d'avance sur le second Thierry Claverola. Para se signe en franchissant la ligne d'arrivée. Au classement général, pas de changement. Simon est toujours en deuxième position, Breukink en troisième. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Canadien Bauer. Peut-être plus pour longtemps, la montagne ne fait que commencer. Et demain, ça sera dur. Dans le tour féminin, victoire de Jenny Longo devant l'Italienne Maria Canins. Longo-Canins, c'est également l'ordre du classement général. Demain, deuxième grande étape de montagne entre Morzine et l'Alpe d'Huez. Pour marquer l'événement, le journal de 20h d'Antenne 2 sera réalisé en direct de l'Alpe d'Huez, en compagnie, bien sûr, de nombreux invités. La France des festivals, ce soir, Georges Bégou nous attend en Avignon. Il a vu pour nous une noce de Tchekhov créée par le Chêne Noir, qui est la troupe permanente d'Avignon. Les images sont de Gilles Deblard. Le père alcoolique, la mère à la dérive, la fille cupide, le prétendant terrorisé. L'univers de Tchekhov est là avec la demande en mariage, la noce et le chant du cygne sous un seul titre. Excusez-moi, je suis terriblement ému. Permettez-moi de boire un verre d'eau inestimable, Stepan Stepanovitch. Vous êtes venu pour me taper, pas un copec, mon petit vieux. Monter Tchekhov, pour moi, aujourd'hui, c'est travailler avec la parole d'un autre en disant des choses qui sont les miennes, quoi. Et je crois que j'ai fait en fait un spectacle, moi qui suis méditerranéen, j'ai fait un spectacle que ne renieront pas les Russes, dans la sensibilité. Après, je n'ai pas cherché à faire de l'imagerie, je ne travaille pas à Moscou, etc. Mais je ne crois pas qu'ils sont insensibles à cette sensibilité-là, à cette folie-là, qui est, on l'a dit slave, mais elle est de tous les endroits de la planète, là où ce vent de folie souffle, quoi. Aux vaches est à moi. Ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi. Il est à nous. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce pré aujourd'hui même. Comment? Aujourd'hui même, les ouvriers faucheront ce pré. Mais je les fixerai dehors. Non, c'est ce qu'on verra. Le pré aux vaches est à moi, compris à moi. C'est vrai, des fois, peut-être au Festival d'Avignon, sempiternellement, il y a des gens qui me redécouvrent année après année, comme un petit peu le régional de l'étape. Mais ça commence à bien faire, quoi. Gérard Gélas a raison, son théâtre du Chêne Noir a aujourd'hui une vocation européenne. Il joue dans toutes les capitales et son actuel spectacle La Noce est coproduit par une compagnie belge. Le succès aidant, la culture s'exporte aussi bien que la haute couture. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition du journal. Dans quelques minutes, notre Laurent Cabrol national nous dira tout sur la météo du 14 juillet. Prochain rendez-vous d'information 23h35. Le dernier journal sera présenté par Hervé Claude. Demain, n'oubliez pas vos rendez-vous habituels. 6h45 Télématin, 13h, l'édition de la mi-journée où vous retrouverez Patricia Charnelet et William Lémergie en direct du centre de Taverny. C'est un événement. Le centre de Taverny, c'est le cerveau de notre force stratégique. Je vous retrouve demain à 20h en altitude, en direct de l'Alpe d'Huez sur la route du Tour de France. Merci de votre fidélité. Bonsoir et à demain.